Bon, nous reprenons la causerie sur Alexandre Grothendieck, qui a été un génie des mathématiques, puis ensuite qui a remis en question l'application de la science aux armements militaires, et donc qui est devenu un ennemi de la science. Alors je continue de ce bonhomme extraordinaire avec troisième période de sa vie, après donc qu'il ait été un apatride, qu'il ait été un génie des mathématiques, voici Alexandre Grothendieck, écolo, comme vous voyez là. Et reprenons un peu son histoire. Il était complètement dans les mathématiques jusqu'à 30-40 ans. Et puis, il découvre aux USA la guerre du Vietnam, et il s'y rend en 1967, et il se rend compte de l'horreur que ça représente, et il se rend compte qu'en réalité, il y a des armements américains qui sont très sophistiqués, qui s'appuient sur des mathématiques, et donc il a l'impression, enfin il estime qu'il est coupable et qu'en réalité, à faire des mathématiques, il entretient la société dans son échec qui va, d'après lui, et d'après moi d'ailleurs, à l'effondrement. Donc il démissionne en 1970 de l'Institut qui a été créé spécialement pour lui, hein, parce qu'il était apatride et qu'il n'était pas français et qu'on voulait absolument le conserver en France. Et après avoir travaillé les maths jusqu'à 18 heures par jour, parce que c'était un bourreau de travail extraordinaire, qui en arrivait parfois jusqu'à avoir des infections urinaires, parce qu'il ne voulait pas s'arrêter pour aller uriner tellement il travaillait. Et donc, après avoir travaillé les maths jusqu'à 18 heures par jour, eh bien, il demande à ses collègues et élèves d'arrêter la recherche pour stopper le développement de la société de consommation avant l'effondrement. Bon, moi, ça me paraît un peu naïf, mais enfin, en tout cas, c'est responsable à l'extrême. Et comme de Grothendieck ne faisait rien à moitié, comme son père d'ailleurs, c'est surprenant. En tout cas, il a arrêté carrément, alors qu'il était la star des mathématiques et le génie de son époque. Alors, il essaye d'abord de convaincre ses collègues à Paris, et puis ça ne marche pas très bien. On le prend un peu pour un farfelu. Et puis, c'est pas le gars se décourager comme ça. Et donc, il va au CERN, qui est un centre de recherche nucléaire de pointe. Et en 1972, il fait une conférence qui est titrée Allons-nous continuer la recherche scientifique, où il explique aux gens du CERN, qui se considèrent un peu comme l'élite de la science, qu'il faut arrêter de faire de la recherche scientifique et qu'il faut démissionner. Bon, c'est difficile à dire à des gens qui s'estiment des vedettes et qui en plus sont bien payés, etc. Et donc, ceci dit, c'est tout à fait défendable, sa position. Mais enfin, bon, on peut discuter. D'ailleurs, il a fait avec moi, puisqu'il a essayé de me convaincre maintes fois de laisser tomber le CNRS, de démissionner du CNRS. Et moi, je lui répondais avec bon sens et pragmatisme que je travaillais sur les manchots, sur l'éthologie, le comportement des manchots, la communication, des histoires comme ça, qui avaient peu de chances d'être appliquées à l'armement nucléaire, et que par contre, lui, par contre, c'était une vedette, il avait eu la médaille Field, donc l'équivalent du prix Nobel, et donc lui trouverait toujours du travail, que moi j'irais au chômage avec mes connaissances, ou du moins je n'aurais pas le même travail que j'avais, qui me permettait moi d'aller en Antarctique. J'ai passé 8 ans et demi en Antarctique. Passons. En tout cas, créé en 1970, il crée en 1970 un groupe et une revue qui s'appelle d'abord Survivre, puis après ça lui paraissait un peu trop négatif, et donc ils appellent ça Survivre à vivre. Et donc, c'est là que je fais cette rencontre à Paris, parce que je m'y connaissais pas mal en imprimerie offset. Et donc, je lui monte une imprimerie offset, comme ça, pour sortir sa revue. Et là, vous voyez, l'illustration, c'est un dessin humoristique des réunions de son groupe, qui était évidemment fait de gens
libertaires, écolos, qui n'étaient pas souvent d'accord, qui discutaient à perte de vue. Donc c'était à la fois sympa et quand même un peu utopique. En tout cas, bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Alors, reprenons rapidement son parcours. D'abord, après sa thèse, bon, tout le monde s'est rendu compte que c'était vraiment un gars exceptionnel. Il est parti donc au Brésil, puis ensuite aux États-Unis, puis il a eu un poste en France, et puis il a démissionné de son poste en France d'une structure qui avait été créée pour lui, une sorte de mini CNRS. Il a estimé que comme ça faisait perdre qu'il y avait des crédits qui venaient de l'armée, donc il fallait absolument démissionner. Donc en 1970, il est professeur invité au Collège de France, ce qui est quand même un sacré parcours, un fin de parcours, si je puis dire, parce que là, c'est le sommet pour un scientifique, souvent. Et puis, en 1971, il décide de se faire naturaliser français. Pourquoi? Parce que la guerre d'Algérie est finie et que lui, à cette époque, c'était très difficile de se faire recruter au CNRS ou dans l'université en n'étant pas français, en étant apatride. Et donc, en 1972, son affectation n'est pas renouvelée au Collège de France. Pourquoi? Parce qu'au lieu de faire des cours de mathématiques comme on s'attendait à ce qu'il le fasse, eh bien, il a fait des cours d'écologie politique. Et donc, en expliquant qu'on allait vers la fin du monde et que ça ne pouvait pas durer. Et donc, évidemment, il a pas été renouvelé, il n'a pas été. Alors que la suite logique, c'était qu'il soit professeur non plus invité, mais titulaire. Et donc, ça ne l'a pas découragé. Il a continué à demander à la fois il a candidaté sur d'autres postes de professeur de mathématiques dans les universités parisiennes. On a trouvé ça très bien. On a pris en compte évidemment sa candidature, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il était d'accord pour avoir un poste de professeur de mathématiques, mais il ne voulait pas enseigner les mathématiques. Donc, il estimait qu'il avait arrêté ce parcours. Donc, c'était un peu ambigu et évidemment, les universités américaines, parisiennes l'ont pas recruté. En 1973, cependant, l'université de Montpellier s'est dit quand même avoir eu un gars comme ça qui est passé chez nous et qui est devenu une vedette pareille, ça mériterait qu'on fasse un petit arrangement. Et donc, ils lui ont proposé d'être recruté comme professeur de mathématiques, mais sans obligation de donner des cours, c'est-à-dire simplement en faisant des discussions avec les étudiants de troisième cycle, c'est-à-dire les étudiants en fin de carrière, si je puis dire, en fin d'études. Et donc, il est resté comme ça, ce qui n'a pas plu à certains de ses collègues qui estimaient qu'il était un peu trop favorisé. Et ça a amené un peu des problèmes à l'intérieur de l'université. Il s'est fait mal voir par certains qui le trouvaient, qui ne comprenaient pas du tout sa position. Et donc, il habitait à une trentaine de kilomètres de Montpellier. C'est là que je l'ai retrouvé, après Paris. Je l'ai retrouvé à Montpellier, puisqu'il venait parfois, quand il faisait mauvais, comme il avait un vélo moteur et qu'il avait des sandales, les pieds nus dans des sandales, et qui descendait de 30 km de Villequin, c'est-à-dire à côté de l'Odève, il avait parfois du mal quand il y avait des mauvais temps. Et donc, il dormait chez nous, il mangeait chez nous. Donc, c'est comme ça que je l'ai revu et qu'on a pas mal discuté. Et c'est assez amusant parce qu'en fin de compte, il estimait que je devais arrêter la recherche, alors que moi je pensais que j'étais bien content de pouvoir travailler, à faire ce qui me plaisait. Et en plus, il n'y avait pas de danger pour moi qu'on fasse des bombes atomiques avec ma recherche sur les manchots. Puisque j'ai passé 8 ans et demi, moi, en Antarctique, donc c'était pas tout à fait le même créneau. Alors qu'en physique, Einstein d'ailleurs l'a dit, hein, quand la bombe atomique a été lancée, il a dit j'aurais mieux fait d'être plombier. Et Grothendieck est arrivé à la même position. Donc c'était après avoir été des vedettes de la science, ils devenaient des critiques de la science. Et en 1984, il a fini sa carrière, mais il avait du mal avec certains universitaires de Montpellier, et donc il a redemandé à entrer au CNRS comme directeur de recherche, c'est-à-dire rester chez lui et travailler assez,
à ses recherches, ce qui lui a été accordé avec un peu de difficulté. Donc il est allé jusqu'à la retraite comme ça. Donc passons maintenant à la quatrième place, c'est à la quatrième passe de sa vie, c'est-à-dire quand il est devenu un ermite.